Eh bien, bonjour à tous pour cette première table ronde de ces rencontres stratégiques, alors organisées en parallèle avec deux autres tables rondes. Vous connaissez le principe un peu de ce... Et donc nous allons parler ici des évolutions contemporaines du secteur spatial, qui sont de plus en plus déterminantes aujourd'hui dans les réflexions qui nous animent tous, les uns et les autres, sur l'avenir de la sécurité, l'avenir de la défense, et puis au-delà de ça, l'avenir de nos sociétés qui dépendent de plus en plus du spatial. Je ne vais pas répéter des choses qui sont fréquemment dites. Simplement, aujourd'hui, finalement, nous voyons que un point de bascule essentiel pour ce qui concerne le spatial a été la jonction qui a été faite il y a déjà presque une vingtaine d'années entre les technologies spatiales et les technologies du numérique notamment, et techniques de l'information au sens large. Et ce qu'on constate aujourd'hui, donc je dirais presque 15 ou 20 ans plus tard, c'est que cette jonction est tout à fait cruciale, tout à fait stratégique, commence à rétroagir sur la manière dont le spatial se pense technologiquement, se pense opérationnellement, et commence aussi à façonner un nouvel environnement spatial avec des acteurs nouveaux qui ont des moyens considérables. Je ne vais pas citer, je peux citer ici Elon Musk et d'autres, mais surtout qui ont des manières d'appréhender et de se projeter dans l'environnement spatial tout à fait nouvelles, tout à fait décalées par rapport à la tradition qui était celle du spatial dès ses origines, les années 50, qui était une tradition très régalienne. L'espace, ça a toujours été quelque chose qui d'abord a été pensé dans un cadre d'équilibre stratégique avec des fonctions extrêmement précises pour servir la stabilité de cet équilibre. L'espace, c'est lié indéfectiblement à l'émergence du fait nucléaire. L'espace a été vu immédiatement comme un moyen d'organiser les relations entre les deux superpuissances à la fin des années 50, au moment où on assistait à la montée en puissance du fait stratégique et des armements nucléaires. Et on est resté longtemps avec cette idée que l'espace était finalement un domaine hyper régalien, c'est-à-dire non seulement le fait de dépenses gouvernementales, mais je dirais encore plus le fait d'un investissement militaire et de défense, d'un investissement stratégique. Et c'est toujours le cas. Mais on voit que depuis quelques années, d'abord, il y a eu des mutations dans les usages même que les États, que les gouvernements font de l'espace, avec notamment une utilisation croissante de l'espace dans les conflits modernes, au niveau opérationnel et plus seulement au niveau du renseignement stratégique, du renseignement sur l'évolution des moyens balistiques et nucléaires. Et dans la foulée, on a vu comme une accélération de cette mutation, ou tout au moins de cet ajout d'une nouvelle perspective avec un espace qui prend de plus en plus de place dans nos architectures de sécurité au sens large, qu'elles soient strictement militaires ou qu'elles soient plus largement sociétales. Et ça, c'est à la fois ce qui a conditionné ce rapprochement stratégique entre l'espace et les technologies numériques, et c'est aussi un résultat de ce rapprochement. Donc on est aujourd'hui dans le cadre d'une dynamique. Rien n'est statique aujourd'hui, comme souvent en stratégie. Il faut toujours se garder d'une vision trop statiste des choses, finalement. Et cette dynamique, elle influence mutuellement les industriels, les acteurs privés qui nourrissent les technologies, les recherches sur le spatial, et les acteurs publics qui soutiennent cette recherche et qui eux-mêmes s'en servent. Et dans ces acteurs publics, évidemment, il y a l'acteur militaire, il y a les gouvernements qui gardent toujours leur fonction essentielle et qui créent ce caractère régalien à l'espace. Donc il nous a semblé qu'aujourd'hui, l'une des dimensions déterminantes pour comprendre ce qui est en train de se passer dans l'espace, et surtout pour comprendre les conséquences de ce qui est en train de se passer dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la sécurité et la défense, il était essentiel de revenir sur cette jonction, sur ce lien qui se fait, qui se consolide jour après jour, entre espace et numérique, espace et technologie de l'information. Alors pour ça, bien, nous allons avoir des échanges lors d'une table ronde avec des perspectives
Voilà, qui vont nous parler à la fois d'espace, de la place de l'espace dans les stratégies modernes déjà, et avec un regard plus particulier sur ces évolutions. Alors d'abord, nous aurons l'intervention par le général Thierry Blanc, qui est adjoint au commandant de l'espace. Et le général Blanc a une longue carrière, évidemment, à la fois opérationnelle et dans ces questions spatiales. C'est aussi un ingénieur, ne suis pas héros, qui connaît bien toutes ces questions et qui a, je dirais, qui a pu éprouver à la fois la pensée théorique qui entoure les questions spatiales, mais aussi les actions opérationnelles. Et le général Blanc va nous donner un point de vue aujourd'hui vu de, je dirais, le point de vue, littéralement, vu du commandement de l'espace, ce commandement qui a été créé en 2019, qui faisait suite au commandement interarmé de l'espace. Et donc, merci pour cette intervention. Nous aurons ensuite Monsieur Ulvoa, Michael Ulvoa, qui appartient à la société Thales Alenia Space, mais qui aussi, nouvel arrivant, j'allais dire, dans cette société, et qui aussi a une carrière de plus de 20 ans dans la marine, comme officier de marine, et très, très au fait par son activité même de ces évolutions spatiales, je dirais, qui a vu un petit peu cette transition s'opérer et qui a pu, en tant qu'acteur de terrain, j'allais dire presque, mais aussi alternativement en tant que penseur de la stratégie spatiale, a pu mesurer les effets et il nous en dira plus aujourd'hui, vu de l'industrie peut-être. Et puis, nous aurons enfin le plaisir d'accueillir Isabelle Duvaux-Béchon de l'Agence spatiale européenne qui dirige et coordonne la réflexion stratégique et de développement de l'Agence spatiale et qui, elle aussi, formation d'ingénieur de l'école centrale et qui a, depuis pas mal d'années, je dirais, testé un petit peu toutes ces hypothèses, en particulier par un biais d'expertise sur le maritime notamment, mais pas seulement. Isabelle a aussi un passé plus technique et scientifique, j'allais dire, dans la microgravité, sur des activités liées à la Station spatiale internationale, et qui nous donnera aujourd'hui, je dirais, là, une vue un petit peu décalée, enfin décalée mais tout à fait pertinente, décalée au sens géographique du terme, puisque Isabelle nous donnera la vue un peu de l'Agence spatiale européenne, donc la vue européenne de tout cela. Donc, on va commencer par peut-être installer un petit peu, vu de la défense, le paysage spatial d'aujourd'hui. Comment ça va se passer? On va avoir quelques minutes, peut-être une quinzaine de minutes pour chacun, le cas échéant, pour voilà, donner un peu ce point de vue. On aura ensuite une petite discussion et puis surtout, c'est le plus important, on aura le loisir de vous entendre nous poser des questions, toutes les questions auxquelles on essaiera de répondre le plus exactement possible. Mon général, la parole est à vous. Merci pour cette introduction et merci de m'avoir invité aux rencontres stratégiques de la Méditerranée. Je pense que dans 30 ans, on fera les rencontres stratégiques de la mer de la Tranquillité, la mer de la Tranquillité étant, comme vous le savez tous, sur la Lune. En attendant, intéressons-nous à notre sujet. Donc l'espace est effectivement et évidemment stratégique, et l'espace est un domaine qui irrigue tous les autres secteurs. Vous êtes venu ici, vous avez utilisé votre GPS, vous avez regardé votre compte bancaire ce matin et vous avez vu qu'il n'était pas à zéro parce que l'ensemble des serveurs étaient synchronisés grâce au temps diffusé par la constellation GPS. Vous avez fait appel à un Uber, vous avez circulé librement dans la ville, vous avez utilisé votre téléphone portable et les réseaux d'électricité fonctionnaient. Ceci en creux trace ce que serait un monde sans la contribution du spatial, dans le noir, immobile, des comptes bancaires à zéro, une logistique en panne. Je pense que la crise du Covid à côté est quelque chose qui serait une anecdote. Alors l'espace est évidemment stratégique et l'espace est un sujet à ce titre et génère à ce titre une compétition et une contestation qui s'exerce à l'échelle mondiale. C'est un champ de rivalité, voire de conflictualité. L'espace est essentiel pour nos économies. L'économie spatiale est prévue de croître d'un facteur au moins 10 au cours des 10 à 15 prochaines années. Le secteur spatial irrigue absolument tous les domaines. Et comme l'évoquait Xavier, il y a actuellement convergence entre
les technologies spatiales et le spatial, convergence avec le numérique, et c'est cette rupture qui provoque ce changement ou cette révolution dans les affaires spatiales, l'arrivée du numérique. Alors pour la défense, l'espace est évidemment essentiel et a d'une importance majeure au titre du recueil du renseignement, donc ce que nous appelons l'ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, et tout ça pour produire de l'aide à la décision et produire de la décision. L'espace pour la défense est essentiel pour les télécommunications et en particulier pour la capacité à dialoguer en temps réel avec les forces en expédition ou les forces déployées. Ici, à Toulon, la Marine nationale en sait quelque chose. L'espace est essentiel aussi pour tout ce qui a trait au positionnement, donc GPS, Galileo, temps et synchronisation des serveurs. Bref, communiquer, voir, entendre, cibler, renseigner, naviguer, frapper, tous ces verbes sont spatio-dépendants et sont directement possibles ou sont possibles uniquement s'ils bénéficient de données ou de capacités spatiales. Les systèmes futurs, quelles que soient les armées, je pense au SCAF, donc au système combat aérien futur, le système Titan pour l'armée de terre ou Axon V pour la marine, sont naturellement tous des systèmes qui sont dépendants des capacités et des capacités spatiales. Alors face à donc l'espace est stratégique, vous voyez augmenter les compétitions dans l'espace ainsi que les menaces. Alors qu'est-ce qu'une menace? Alors une menace, c'est trois choses. Une menace, c'est une capacité, c'est une démonstration de cette capacité, et puis c'est une intention. Alors, à savoir si un jour un conflit de haute intensité débordera dans l'espace, cette question-là n'en est pas une. Il est évident qu'un conflit de haute intensité débordera dans l'espace, comme un conflit de haute intensité déborde dans les autres domaines. Un conflit commençant à terre déborde en mer, déborde dans les airs et naturellement débordera dans l'espace. Alors quelques exemples de menaces que nous avons rencontrées ou que nous avons perçues au cours des dernières années. La première, c'est le déni de mission. Alors on voit effectivement des comportements dans l'espace qui sont à peu près les mêmes que dans les autres milieux. Déni de mission, c'est-à-dire un satellite qui s'est prépositionné ou positionné sur la trajectoire d'un satellite d'une agence de renseignement, l'empêchant par là même d'exécuter et de réaliser sa mission. Donc une déni de mission, donc il y a évidemment une protestation assez forte de la part de l'agence et du pays concerné. Des menaces dans l'espace peuvent aussi se traduire par des capacités de désorbitation qui peuvent être réalisées pour, je dirais, nettoyer l'espace et pour enlever des débris, mais quand on est capable d'enlever un débris sur l'orbite géostationnaire, un satellite inopérant, et l'emmener sur l'orbite cimetière, naturellement, on est apte et on est capable de faire absolument la même chose sur un satellite actif, on est capable de faire la même chose sur un satellite militaire, on est capable de faire la même chose sur un Syracuse. Et donc, certains ont démontré cette capacité-là de désorbiter des satellites sur l'orbite géostationnaire. Autre difficulté dans l'espace, c'est la difficulté de caractériser un acte et d'en attribuer, je dirais, la paternité. Certains satellites ont la capacité de délivrer un objet, c'est-à-dire sont des qualifierais de satellites pondeurs, et donc ces satellites ont capacité à pondre nos satellites. Et vous imaginez bien que si vos capteurs ne sont pas là au moment de la délivrance de l'objet, du nouvel objet dans l'espace, il est quasiment impossible de pouvoir en attribuer la paternité. Donc il faut avoir de nouveaux capteurs qui sont là en permanence et qui surveillent en permanence l'espace de façon à être là au moment de la ponte pour pouvoir ensuite remonter et dire effectivement le satellite pondu est un satellite qui provient de tel satellite qui a été lancé de tel endroit. Et donc c'est un satellite qui appartient à telle nation.
Et donc, nous entrons dans une nouvelle ère en termes de capteurs, des capteurs qui doivent être de performances différentes. Performances différentes pour deux principales raisons. L'une qui est technologique, c'est l'arrivée de la propulsion électrique. Bon, je vais essayer d'expliquer assez simplement les affaires. Autrefois, nous avions des capteurs qui étaient en charge de cataloguer les objets spatiaux. C'est-à-dire que quelques mesures suffisaient à déterminer les différents objets qui orbitaient dans l'espace, tout simplement parce que les objets orbitaient avec une trajectoire qui était assez déterministe, loi de Kepler, assez simple, et donc quelques points de mesure étaient suffisants pour déterminer leur trajectoire. Aujourd'hui est arrivée la propulsion électrique, ce qui fait que les satellites ont une tendance à rester en orbite et sont propulsés quasiment tout le temps, donc quelques points ne suffisent pas à déterminer la trajectoire des satellites. Et puis, nouveauté, de plus en plus de satellites sont manœuvrants. Et quand ces satellites manœuvrent, il est naturel de chercher à savoir quelles sont leurs nouvelles orbites, quelles sont les nouvelles trajectoires de ces satellites. Et donc, nous ne sommes plus dans des capteurs de catalogage, des capteurs qui ont besoin que de quelques points pour déterminer les orbites. Nous avons aujourd'hui besoin d'une couverture beaucoup plus dense, beaucoup plus précise. Ils sont dans une logique davantage de tracking. Alors, l'espace est stratégique, les menaces augmentent, c'est donc évidemment un enjeu de souveraineté et notre mission, c'est de préserver notre liberté d'accès, d'action dans et depuis l'espace. Et cela relève d'une problématique d'autonomie stratégique. Alors, ce nouvel environnement s'accompagne, et Xavier l'a mentionné, d'une prolifération de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants sur le marché, du spatial. Ces nouveaux acteurs du spatial ont, je dirais, trois défis à adresser. Le premier, c'est de comprendre notre besoin, parce qu'étant nouveaux entrants dans le domaine, ils ont parfois du mal à comprendre le besoin, et en particulier le besoin défense, sachant que pour eux, la défense n'est pas forcément leur premier client, n'est pas forcément dans leur core business. Ils ont besoin de comprendre le cadre du ministère des Armées, de la commande publique, etc., qui n'est pas forcément totalement trivial. Et puis, d'avoir la capacité de proposer des solutions qui sont adaptées et qui sont conformes à nos attentes. Alors, les besoins, ils sont, je dirais, toujours à peu près les mêmes et toujours segmentés de la même manière. Nous n'oublions pas le besoin d'appui aux opérations, et pour appuyer les opérations dans le domaine du renseignement, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de la navigation par satellite, nous avons besoin des performances au sommet de l'état de l'art, et nous avons la chance en France d'avoir deux grands primes qui sont effectivement Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space. Nous avons des besoins d'augmenter notre capacité de revisite. C'est-à-dire que désormais, grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouvelles capacités, nous avons la possibilité d'avoir des constellations de satellites qui nous permettent d'observer la Terre dans tout le spectre, c'est-à-dire à la fois de l'observer dans le domaine de l'optique, dans le domaine du radar, de façon à s'affranchir des conditions météo qui peuvent ne pas être toujours bonnes, pas comme à Toulon, dans le domaine de l'infrarouge et dans le domaine de l'hyperspectral, pour essayer d'élargir notre champ de connaissances. La circulation de l'information en temps réel est aussi quelque chose de très important, parce qu'il faut effectivement raccourcir la boucle décisionnelle, inscrire notre boucle de décision à l'intérieur de celle de nos adversaires, et à ce titre, la circulation de l'information en temps réel est un facteur clé du succès. Alors, l'effort que nous faisons ensuite, au-delà de l'appui aux opérations, je dirais ce que nous appelons l'espace legacy, c'est-à-dire l'espace traditionnel, celui qui existe depuis plus de 30 ans, et nous avons la mission et le devoir, pour préserver notre liberté d'accès et d'action dans et depuis l'espace, de mieux maîtriser le milieu spatial, c'est-à-dire de voir, c'est-à-dire de comprendre, c'est-à-dire de décider et éventuellement d'agir dans l'espace. Ce qui veut dire,
de disposer de davantage de capteurs avec les capacités que j'évoquais précédemment, d'avoir des capacités à traiter cette masse considérable de données. Quand je parle de capteurs naturellement patrimoniaux que l'on a acquis. Je parle de capteurs dont on peut bénéficier à travers des partenariats de confiance que l'on noue avec des opérateurs. Des capteurs qui sont détenus par nos partenaires, par nos alliés, et des capteurs qui sont en libre disposition sur Internet. Donc nous avons besoin d'agréger un nombre de données assez considérable, et donc la capacité à traiter ces données dans des temps contraints, dans des environnements sécurisés, est un véritable défi. Et puis pour agir, encore faut-il être capable de bien maîtriser, de comprendre et d'actionner ensuite une boucle de rétroaction sur les capteurs, c'est-à-dire être capable de réorienter mes capteurs en temps contraint, leur dire, voilà, cette situation anormale me paraît nécessiter une refocalisation sur cette orbite, sur ce lieu, sur cet acte, sur ce comportement, et donc nécessite d'avoir une boucle de rétroaction vers l'ensemble des capteurs, ou sur certains capteurs pour leur dire, eh bien oui, regardez davantage cette orbite, regardez davantage ces objets. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la capacité de commande et de contrôle, et donc qui est aussi quelque chose de déterminant. Et puis nous développons des moyens pour agir dans l'espace, puisque je vous rappelle, une des conclusions de la revue stratégique de 2018 a été la capacité de défense active dans l'espace, et nous développons à ce titre-là un démonstrateur qui sera en orbite dans les années prochaines. Alors le cadre, parce que je parlais du cadre qui doit être compris par l'ensemble des différents acteurs. Le cadre pour la constitution de nos capacités est constitué autour de trois cercles. Le premier, c'est ce que nous appelons le cœur souverain. Le cœur souverain, donc, c'est-à-dire, sont des capacités qui sont détenues à 100% par le ministère des Armées. Ensuite, nous avons le cœur étendu qui est basé sur des partenariats avec des opérateurs de confiance. Et puis des partenaires et alliés qui mettent à disposition des capacités que nous maîtrisons. Et puis après, il y a le complément capacitaire. Et là, nous faisons appel au marché, à l'offre commerciale qui commence à arriver, qui commence à être extrêmement intéressante et extrêmement utile. Et donc, notre construction capacitaire est organisée de cette manière-là. Et donc les nouveaux entrants, les nouveaux acteurs peuvent contribuer dans tous ces domaines, et quel que soit le cadre, avec des solutions rapides, puisque je rappelle, on est passé d'un paradigme où on avait les gros qui mangeaient les petits, il y avait le temps de la digestion, donc on avait des cycles capacitaires qui prenaient environ une dizaine d'années, entre le moment où on exprimait le besoin et le moment où celui-ci était mis en orbite, à des cycles aujourd'hui qui peuvent aller beaucoup plus rapide. Et donc ce n'est plus le gros qui mange le petit, mais aujourd'hui c'est le rapide qui mange le lent. Donc nous avons besoin de solutions effectivement rapides, des solutions qui sont moins onéreuses, qui sont plus quantitatives et peut-être moins qualitatives. Je rappelle quand même, et je l'ai précisé, que nous avons toujours besoin d'avoir des capacités à l'état de l'art. Et donc toutes ces solutions qui émanent ou qui peuvent émerger des nouveaux entrants, elles contribuent naturellement à la résilience globale et peuvent permettre de vous rassurer quant à savoir si vos comptes bancaires ne seront pas à zéro, si Uber continuera de fonctionner, l'énergie, etc. Tous ces nouveaux entrants peuvent aussi arriver et nous proposer des services. Alors, des services variés, et c'est pas quelque chose de totalement trivial. Les nouveaux entrants ayant rarement l'habitude de travailler avec le ministère des Armées, donc ont souvent du mal à transformer leur offre en service actionnable assez immédiatement dans le domaine de la surveillance de l'espace, dans le domaine de la revisite, de l'Internet des objets, des télécommunications ou de l'adaptation des signaux GPS et Galileo. Et bien sûr, et je le répète encore une fois, tout cela en complément des capacités à très très haute performance. Alors, juste un mot pour finir sur les facteurs clés de succès.
Et comme tu le disais, Xavier, la donnée doit être au cœur de nos réflexions, au cœur de nos architectures, et tout cela doit être orienté par la donnée. Par la donnée à travers le traitement que l'on en fait, à travers la visualisation que l'on peut générer à partir de ces données, à partir du développement d'outils de simulation, parce que l'espace, c'est dur, comme on dit en général, space is hard. Et si on ne simule pas, on n'est pas capable de voir, on n'est pas capable de comprendre, on n'est pas capable d'assimiler une situation. La donnée à travers sa maîtrise, je rappelle que l'important c'est bien d'avoir de la donnée, encore faut-il être capable de savoir quelle est sa valeur, quel est son degré de confiance. Et bien sûr, la donnée est évidemment un enjeu majeur de souveraineté. Et puis, un autre facteur clé de succès, c'est d'avoir une base industrielle et technologique spatiale qui soit la plus autonome possible, à la fois pour les satellites, les lanceurs, mais aussi la supply chain, les opérateurs, et bien sûr le secteur aval, ce fameux secteur aval basé sur les solutions, sur le numérique, qui va nous faire émerger des solutions qui vont souvent être des innovations d'usage et qui vont nous permettre de répondre à des besoins que pour l'instant tout le monde ignore. Voilà. Merci beaucoup Thierry, merci en général pour cette, voilà, je dirais ce décor qui est tout à fait bien décrit comme voilà, l'arrière-plan de toutes les actions que le commandement de l'espace est en train de mettre en place. Alors, le commandement de l'espace qui est une institution très récente d'une certaine manière et qui est en train de se construire lui-même. Et je sais effectivement toute la place que les simulations, c'est sans doute un effort méthodologique important là qui arrive pour comprendre ce qui se passe de manière accélérée, parce que c'est ça le défi en fait. On sait que ces évolutions arrivent, elles arrivent de manière accélérée, c'est-à-dire on assiste à une accélération du rythme, du tempo, et ça c'est vraiment le vrai défi, y compris au plan organisationnel. Donc ça c'est clair. Merci, Michael. Maintenant peut-être voilà un regard d'industriel, si j'ose dire, en tout cas de l'industrie, vers ces nouveaux défis, avec là encore des défis spécifiques. Merci Xavier, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, le regard que j'ai pour caractériser un peu l'évolution du paysage industriel avec une évolution du contexte de menace, hein, comme tu l'as souligné tout à l'heure, il faut d'abord que je pose un petit peu les référentiels, un petit peu de la structuration du paysage spatial, au moins au niveau industriel, et qui est une déclinaison de ce qu'indiquait le commandement de l'espace tout à l'heure. Donc effectivement, on a un noyau dur. Un noyau dur, c'est un développement industriel et des capacités industrielles militaires critiques. Et les caractérisations de ces attributs, c'est de la sécurité, donc sécurité cryptographique, de la protection de satellites, protection contre de l'agression nucléaire, par exemple, de la robustesse, c'est-à-dire la capacité à résister à des agressions, donc par exemple du brouillage, et puis encore de la résilience. Typiquement aujourd'hui, sur des systèmes comme Syracuse, on a un système de plusieurs satellites, et donc il y a une résilience par construction. Donc ça, c'est le noyau dur qui structure beaucoup la capacité industrielle pour les programmes à effet majeur souverains. Ensuite, on a un noyau étendu. Donc le noyau étendu, il se caractérise en termes de construction industrielle par une approche duale et par l'utilisation de software type COTS, par exemple, mais en garantissant un niveau de service et puis en garantissant l'accès. Donc c'est la capacité duale. Et un bon exemple, encore une fois, dans les satellites de télécommunication, Athena Phébus, aujourd'hui, c'est un satellite tout à fait caractéristique du noyau étendu. Et puis enfin, comme l'a dit le commandement de l'espace, le noyau augmenté, où là, on est sur de l'infrastructure commerciale non maîtrisée. Donc notre structuration industrielle est vraiment une déclinaison de ce noyau dur, noyau étendu, noyau augmenté, et qui est aussi un concept qui est utilisé à l'OTAN.
Alors, dans l'évolution que j'ai pu voir dans ces dernières années avec un contexte de menace croissant, le premier, c'est sur la partie souveraine, c'est la nouvelle menace, des menaces, je dirais, d'ordre physique, qui vont de l'obstruction au brouillage, à l'illumination laser. Donc pour faire face à ces nouvelles menaces, l'évolution du noyau dur se caractérise par l'ajout de capteurs en orbite, des capteurs qui font de la détection, classification, identification, jusqu'au niveau tracking. Donc ça, c'est la partie en orbite. Également une capacité à agir dans l'espace, comme c'était souligné tout à l'heure, à la fois des effecteurs défensifs, mais des effecteurs aussi offensifs, une capacité à délivrer du brouillage, à délivrer du laser, par exemple. Et puis, ces capteurs, encore faut-il pouvoir les exploiter. Donc, comme ça a été souligné tout à l'heure, il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse à un système au sol capable de recevoir tous ces capteurs, de les fédérer, de pouvoir leur donner des capacités d'exploitation au commandement de l'espace, de pouvoir ensuite agir. Donc une partie finalement haute qui est sur le Space Situation Awareness, donc la capacité à détecter, à caractériser un objet. Le Space Domain Awareness, le SDA, qui est la capacité à pouvoir avoir un comportement, à détecter un comportement prédictif et ensuite à pouvoir délivrer une action dans l'espace. Et puis la partie tracking qui s'appuie entre autres également sur la Space Traffic Management. Donc ça, c'est un point qui est quand même très focal sur l'évolution des systèmes souverains aujourd'hui. C'est cette partie maîtrise de l'espace qui n'existait pas jusqu'à présent et qui non seulement fait l'objet de programmes spécifiques du commandement de l'espace et sur lesquels les industriels travaillent, mais c'est également une évolution dans les prochains systèmes, typiquement Syracuse 4C. La deuxième évolution au niveau industriel concerne le noyau étendu avec l'approche duale. Un bon exemple pour montrer un petit peu l'évolution de la prise en contexte de menaces croissantes sur les systèmes duaux, qui sont les plus exposés, c'est la constellation européenne, qui sera plutôt sur la partie noyau étendu. Sur ce type de constellation, on a une approche en termes de prise en compte de la menace avec deux niveaux, niveau robuste et niveau assured. Le niveau robuste, c'est un niveau qui s'appuie sur de l'infrastructure maîtrisée, donc soit une infrastructure européenne, soit une infrastructure de gouvernement pour le segment spatial. Pour la partie assured, donc c'est effectivement une infrastructure commerciale, mais on imagine apporter un flux noirci, c'est-à-dire une cryptographie qui permet de pouvoir assurer l'intégrité de la donnée et bien sûr un excellent niveau de service. Pour la partie sol, exactement la même caractérisation avec une partie robuste et une partie assured. La partie robuste, elle se matérialise par un cloud souverain, donc propriété d'infrastructures gouvernementales ou infrastructures des gouvernements, infrastructures européennes pardon, ou infrastructures des gouvernements, et isolée du reste du monde. Sur la partie assured, on est sur un cloud qui est externe, mais avec une garantie de service. Et puis ces deux clouds, donc instanciés sur deux niveaux différents, ils nous permettent de faire de la gestion de trafic, du routage. Ils font l'interface entre la gestion des terminaux qui utiliseront la constellation européenne et puis le segment sol mission qui utilisera le satellite. Donc ça, aujourd'hui, cette approche d'architecture duale, elle est vraiment prégnante d'un nouveau contexte de menace. Et puis, forcément, je ne peux pas passer outre dans les nouvelles menaces. Et là, ça concerne l'ensemble des trois noyaux. C'est la partie menace cyber. La menace cyber qui aujourd'hui est de plus en plus importante. Et jusqu'à présent, on avait effectivement trois grands domaines de confrontation, terre, mer, air. Aujourd'hui, on a deux nouveaux milieux de confrontation, le milieu du cyberespace et le milieu de l'espace. Et force est de constater que ces deux milieux s'interpénètrent, comme tu le disais Xavier. Aujourd'hui, la prise en compte du cyberespace dans l'espace, c'est une réalité. Alors la dépendance, elle est encore plus importante forcément sur les systèmes commerciaux, mais également sur les systèmes du haut. Aujourd'hui, on n'est plus sur le cyber nice to be, on est vraiment sur le cyber du must have, c'est-à-dire l'exigence de sécurité qui doit être associée au système satellitaire dès la conception, donc satellite by design.
Et ce qu'il ne faut pas oublier également pour la prise en compte de cette menace de cybersécurité, c'est qu'on travaille à la fois sur l'IT, donc la partie système d'information, mais également sur les systèmes comme la gestion technique de bâtiments. Typiquement, aujourd'hui, c'est plus facile, entre guillemets, d'aller taper une infrastructure technique d'un segment sol mission pour toucher quelque part le système satellitaire que le satellite en lui-même. Alors si je développe un petit peu en termes de prise en compte de cette évolution du paysage industriel en termes de cyber, donc je prends l'exemple de Thales Alenia Space, mais c'est probablement le cas dans les autres industries. D'abord une gouvernance qui va à tous les étages, avec une politique produit associée à tous les étages, de la conception, réalisation, jusqu'à l'opération du système. Également des règles cyber fondamentales qui sont appliquées. Donc je parlais tout à l'heure la conception, le cyber by design, la vigilance sur les softwares, et puis du maintien en condition de sécurité initiale, dès le stade de la conception. Également, j'ai commencé un peu à le décrire, c'est le management de la supply chain. Aujourd'hui, on a tout particulièrement un focus sur les risques associés à l'utilisation d'open source, de logiciels software, des incidents liés qui créent un incident cyber qui crée un retard dans la production ou il affecte la performance. Et enfin, bien évidemment, au cours d'opération, du maintien en conditions de sécurité tout au long de la vie du satellite. Alors comment ça se matérialise ensuite en termes de conception et de réalisation? Donc aujourd'hui, ce qui nous semble vraiment intéressant, c'est le satellite est réalisé à base de software, donc type Space Inspire. Ce type de satellite, il a comme d'habitude une caractérisation avec de la protection crypto, que ce soit sur le segment spatial ou le segment sol, mais également sur la liaison de télécommande et télémesures. Mais surtout, ce satellite, il offre la capacité de segmenter en cas d'attaque la partie charge utile de la partie plateforme. Il offre aussi la possibilité de faire du contrôle d'intégrité sur le satellite à partir du sol. Et puis, en cas de détection de vulnérabilité, de la capacité à patcher le satellite en orbite. Voilà, Xavier, ce que je pouvais donner un petit peu comme éclairage un petit peu sur l'évolution du contexte industriel avec un contexte de menace pendant. Merci beaucoup, Michael, pour cette presque, j'allais dire, cette représentation in vivo de ce lien de noyau étendu avec des acteurs de confiance, d'une certaine manière, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment un souci d'accompagner finalement la montée en puissance du spatial gouvernemental. Alors oui, les patchs, tout ça c'est nouveau, hein, c'est vraiment les solutions informatiques qui rappellent un peu des pratiques commerciales. On a tous été confrontés à un système qu'on fait évoluer en lui ajoutant un firmware, etc. Tout ça c'est tout à fait nouveau, c'est des choses qu'il faut maîtriser, y compris dans les processus, et donc c'est important de dire qu'aujourd'hui tout ça va très vite, y compris dans ce domaine qui reste patrimonial quand même, hein, pour ce qui concerne... Voilà. Isabelle, maintenant, on va décaler un petit peu le regard, finalement. Tu vas nous indiquer un peu la perspective vue de l'Europe et vue d'une institution clé en Europe, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement, en particulier sur ces sujets. Et je sais que le cyber, par exemple, la protection cyber, c'est quelque chose qui a été au cœur de l'activité de l'ESA au cours de ces dernières années, mais pas seulement. Et donc, Isabelle, merci de nous donner ce complément de vision. Merci Xavier, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais élargir un peu la discussion. D'abord pour fixer un peu pour ceux qui ne sauraient pas. Donc l'ESA, c'est une agence intergouvernementale civile. Donc on n'est pas une agence de l'Union européenne, on est une agence de recherche et développement au profit de nos États membres. Donc on a 22 États membres, la France étant l'un d'entre eux. Mais quand on dit agence civile, en fait, on fait du dual en permanence parce que, à commencer par les satellites de météorologie, les opérations des forces armées ne peuvent pas se faire sans les données météorologiques, par exemple. Donc on va développer pour nos États membres des systèmes civils, mais qui, pour la plupart, auront aussi une utilisation militaire. On travaille dans tous les domaines. Tu rappelais qu'au début, j'avais commencé, il y a quelques années, sur la microgravité et la station spatiale, du temps où elle n'existait pas encore. Mais on travaille vraiment dans tous les domaines. Notre rôle est une agence donc, de recherche et développement. On va développer
les satellites et les systèmes que souhaitent nos États membres. Ils vont se réunir à quelques-uns ou tous ensemble. La plupart des programmes sont dits optionnels, donc les États participent s'ils le souhaitent. On va aller jusqu'à la mise en orbite, éventuellement les opérations, mais pas forcément. Et puis le soutien au développement de services ou d'applications pour que ces satellites, effectivement, arrivent à soient utiles. Un de nos rôles est le développement de l'industrie européenne, secteur amont et aval, et le développement de la compétitivité de l'industrie européenne. Donc un certain nombre d'activités vont être pour permettre à cette industrie d'être compétitive sur le marché international. Un paramètre qui est souvent mentionné, c'est le paramètre du juste retour. Donc c'est quelque chose qui plaît à certains industriels, qui plaît moins à d'autres. C'est le principe que quand un État finance 10% d'un programme, l'industrie de ces États récupère 10% du travail industriel correspondant. C'est ça qui a fait, c'est un des éléments du succès de l'ESA depuis 1975, maintenant l'agence en tant que telle, c'est que ça a permis à un certain nombre d'États de financer des développements spatiaux pour leur propre industrie et de ne pas payer, je dirais, à perte les industries des autres États. Donc effectivement, les pays qui ont une industrie très forte peuvent être déçus, dans certains cas, de ne pas avoir autant de travail qu'ils le voudraient, mais c'est vraiment ça qui a permis cette coopération européenne qui était que tout le monde en retire des bénéfices. L'agence a aussi beaucoup évolué dans son mode de fonctionnement et entre autres pour s'adapter aux nouveaux acteurs. On a tendance à dire old space, new space. On n'est pas le vieil espace. On travaille aussi avec les acteurs du new space. Le new space, c'est une nouvelle façon de faire. Est-ce que SpaceX est du new space? Je ne sais pas. Il fonctionne en grande partie grâce à l'argent de la NASA. Ce ne sont pas uniquement des investissements privés. Donc on développe tout ce qui est soutien aux industriels en général, y compris les PME, y compris les startups, y compris la montée en puissance, et aussi adapter nos outils pour, on parlait de rapidité, pour pouvoir passer des contrats plus rapidement, payer plus rapidement et faire des développements plus rapides. Donc ça, c'est un travail permanent d'adaptation. On ne survivrait pas si on restait sur les vieux modèles. Dans ce qui se développe de plus en plus, et en particulier pour les éléments, les marchés compétitifs, sont les partenariats publics-privés. Pratiquement tous les programmes de télécommunication qui sont gérés par l'agence, en fait, ce sont des idées industrielles proposées à l'agence avec cofinancement, où on va aider à la compétitivité industrielle des agences. Sur les questions de numérique, etc., on voit effectivement des évolutions énormes. Aujourd'hui, les satellites d'observation de la Terre fournissent j'ai même plus en tête les ordres de grandeur, des térabytes, des pétabytes de données tous les jours, des quantités phénoménales de données qui sont pour nos satellites disponibles pour tout le monde, elles sont gratuites, disponibles, mais une donnée en tant que telle, elle ne sert à rien, entre guillemets. Il faut la traiter, il faut l'utiliser, il faut développer des applications et services. Donc il y a tout un travail autour de l'aide à ce développement de l'utilisation des données, des travaux aussi pour le futur, pour avoir développé l'intelligence artificielle de plus en plus à bord des satellites, éviter d'avoir à transmettre au sol toutes les données par principe, simplement parce qu'elles existent, mais arriver à pouvoir transmettre des données utiles. Tout ce qui est aussi sécurité, la connectivité, si les transmissions de données ou les télécommunications ne sont pas sécurisées, c'est comme s'il n'y avait rien. Enfin, les données ne seront pas garanties et les télécommunications ne seront pas garanties. Donc, il y a tous ces travaux-là. Tu mentionnais la cyber, effectivement, Xavier. Donc, il y a un gros travail qui est fait pour tout ce qui est sécurité et cyber. Il y a un centre cyber qui est en développement en Belgique de l'ESA autour de tout ce qui est cybersécurité de l'ensemble des programmes. Parce qu'effectivement, c'est une reconnaissance que de nos jours, même des programmes dits civils peuvent être attaqués. Le spatial est une infrastructure critique, critique pour les activités économiques, critique pour le citoyen. Tu donnais les exemples au quotidien. Et donc, il n'est pas envisageable de le perdre parce qu'on n'aurait pas fait assez d'efforts pour le protéger. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'affranchir de tous les problèmes, mais effectivement, ça fait partie des éléments importants. J'ai déjà entendu parler pas mal d'accélération aujourd'hui.
Il y a eu les accélérateurs de tendance ce matin, des GRIS. Et puis, Xavier t'a mentionné l'accélération du rythme. C'est effectivement quelque chose qu'on sent. Et l'année dernière, on a lancé des accélérateurs. Accélérateurs de l'utilisation du spatial, où en fait, c'est une reconnaissance, donc avec des discussions au groupe de travail, avec des anciens ministres en charge du spatial, avec des responsables de ce secteur, et ensuite validé par nos États membres, qu'aujourd'hui, le spatial n'est pas encore assez utilisé pour aider à, pas forcément résoudre, mais travailler sur les crises majeures que nous avons en Europe. Et que donc, il faut pouvoir mettre toutes les forces en commun pour arriver à accélérer cette utilisation. Et il y a 3 domaines qui ont été identifiés et qui ont été validés par nos États membres sur lesquels nous travaillons. Un domaine qui est l'accélérateur, on l'appelle Space for Green Future, donc toute la question de la décarbonation en français, décarbonisation en anglais, de la décarbonation, de la connaissance de l'évolution du climat, etc. Et je vais donner quelques éléments en plus. Le deuxième accélérateur, c'est R3, Rapid and Resilient Crisis Response. Comment répondre plus rapidement aux crises civiles, mais aux crises en Europe. Et le troisième, c'est un accélérateur autour de la protection de l'infrastructure spatiale, de notre infrastructure spatiale. On n'est pas du tout, nous, dans l'offensif, ce n'est pas notre rôle, mais on est dans notre défensif pour ce qui concerne la météo solaire, pour ce qui concerne les débris, pour ce qui concerne la connaissance du domaine spatial et s'assurer que notre infrastructure va être disponible. Si on veut pouvoir l'utiliser, il faut qu'elle soit disponible. Pour donner un peu plus d'éléments sur les 2 premiers accélérateurs, donc l'accélérateur sur la décarbonation et le verdissement, je dirais, de la société et de l'Europe. Le changement climatique est quelque chose qui maintenant est reconnu. Il n'y a plus vraiment, à part quelques complotistes, plus vraiment de gens qui ne sont pas convaincus. La plupart des données permettant d'apporter cette preuve viennent du spatial. La moitié des variables climatiques essentielles sont des données spatiales et ne sont pas obtenues au sol. Et le spatial contribue à d'autres. Et donc, c'est se mettre tous les efforts en commun de façon à aller plus vite dans la connaissance de l'évolution du climat, la prédiction ou la prévision de l'évolution future, une prévision aussi de l'impact des nouvelles politiques. Il y a des politiques qui sont définies par tous les États pour essayer d'inverser l'axe, mais est-ce que ces politiques-là sont valables? Donc des éléments liés, grâce au spatial, à une simulation de l'effet d'une politique avant de la mettre en œuvre. Et des éléments aussi sur l'aide du spatial pour l'action, c'est-à-dire le spatial, que ce soit les télécommunications, les satellites de navigation, Galiléo, l'observation de la Terre, peut aider activement à la décarbonation de la société. Décarbonation des secteurs les plus gourmands en énergie, le secteur du transport, le secteur de l'énergie. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent mettre en place. Et pour mettre en place cet accélérateur, l'idée de l'accélérateur, c'est un concept, on est en train de travailler sur la gouvernance, où tous les acteurs qui le souhaitent, publics, privés, nationaux, européens, dans un premier temps, pourront apporter leurs outils, leurs installations, leurs satellites, leurs constellations, pour travailler ensemble en interopérabilité, pour accélérer cette utilisation du spatial. Donc ce n'est pas du tout une notion de dire l'ESA doit récupérer plus d'argent et faire tout ça, c'est de dire il y a beaucoup de choses qui existent, on les met ensemble. Pour cet accélérateur-là, on a des programmes qui sont proposés au Conseil ministériel de l'ESA en novembre, dans 2 mois. On va avoir, nous espérons, les budgets pour les 3 prochaines années, décidés par les ministres en charge. Il y a des programmes qui vont servir de briques élémentaires à cet accélérateur-là. Il y a un programme de jumeaux numériques de la Terre. C'est un sujet à la mode, tout le monde fait du jumeau numérique. On a aussi un programme de soutien à cette définition-là. On a un programme aussi, une brique autour des usines de données, c'est-à-dire comment travailler pour mettre à disposition les données utiles à ceux qui en ont besoin. Donc effectivement, utiliser cette masse de données pour qu'en Europe, on ait cette capacité-là, et pas uniquement les GAFA qui aspirent toutes les données parce qu'ils ont le droit, elles sont gratuites, et qui développent leurs services. Faire ça. On a des travaux aussi sur les ordinateurs quantiques, de façon à, pas tout de suite, mais d'ici quelques années, avoir des modèles
climatique, d'évolution climatique, grâce aux ordinateurs quantiques qui vont justement permettre cette notion de passer à un niveau de précision supérieur de l'évolution du climat et de prédiction de l'impact d'une politique publique. Une fois qu'on aura les jumeaux numériques, les ordinateurs quantiques et tout, on pourra mettre les données d'une politique publique dans le système et avoir, avant de l'appliquer, éventuellement de s'apercevoir qu'elle ne sert à rien, faire une simulation là-dessus. Et puis un certain nombre d'activités qui démarrent, qui vont démarrer incessamment. Il y a un appel d'offres qui a été fait et qui va être analysé dans 10 jours sur la décarbonation des secteurs de l'énergie et du transport et des idées des industriels sur comment ils pourraient aider à cette décarbonation. Donc tout ça sur la partie changement climatique et où là, l'apport de la donnée, l'apport du numérique, l'apport de ces nouvelles technologies est fondamental. C'est vraiment passer à un ordre supérieur. Le deuxième accélérateur, donc la réponse rapide et résiliente aux crises, c'est un constat quand on discute avec des acteurs de gestion de crise, qu'ils n'ont pas forcément les données dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, avec la rapidité, la fiabilité, etc., dont ils ont besoin. On se concentre sur les crises civiles, entre guillemets, parce que c'est notre mandat et qu'on veut, mais bien entendu, c'est utilisable par d'autres. Et de se dire, donc, si on met les forces en commun et les acteurs en commun, on va pouvoir améliorer l'information qui va être disponible sur le terrain. On ne veut pas changer la façon dont les acteurs sur le terrain agissent. C'est-à-dire, par exemple, on voudra que ça soit compatible avec les outils aujourd'hui de gestion de crise, mais qu'un acteur de gestion de crise sur le terrain, qui peut être un pompier, comme ça peut être une municipalité, comme ça peut être un service central ou tout ce qu'on veut, puisse avoir éventuellement même donné l'ordre aux satellites, dans le cas où ce sont des satellites qui sont reconfigurables ou pour lesquels on peut commander une image, mais avoir les données dont il a besoin, qui vont être de combinaison d'images, d'Internet des objets, d'informations, avec les moyens de communication dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin. Donc c'est mettre tout ça en commun. On a un certain nombre de programmes qui déjà travaillent sur la gestion des crises. Vous connaissez peut-être aussi la charte espace et catastrophes majeures qui permet de fournir des images au bout de 1, 2, 3 jours en cas d'inondation, d'incendie, etc. Mais c'est aller plus loin que ça et surtout permettre d'avoir les données aussi quand elles sont nécessaires, c'est-à-dire de manière plus rapide. Vous le mentionniez aussi, il y a une question de rapidité, de disponibilité de l'information pour pouvoir réduire les pertes humaines, les pertes matérielles, etc. Et on propose, on espère que ça va être validé en novembre, parce que c'est un nouveau programme qui s'appelle Sécurité civile depuis l'espace, qui va être un programme un petit programme pour le moment, mais qui va travailler sur ce concept d'accélérateur R3 et comment on peut avoir un système d'orchestration des éléments, des informations, des acteurs qui vont être chacun arrivé avec leur système, de façon à avoir une interopérabilité, une garantie de confidentialité quand c'est nécessaire des données. Donc ce n'est pas l'ESA qui va devenir un opérateur de système de sécurité civile, mais de pouvoir orchestrer l'ensemble de ces données et informations, développer des éléments qui manquent, des bouts de senseurs, des choses comme ça, et de façon à ce qu'au final, de manière transparente, les opérateurs au sol puissent avoir ce dont ils ont besoin. Donc on est là-dessus, sur ces accélérateurs, tous les acteurs seront invités à prendre part, que ce soit des acteurs du spatial, que ce soit des utilisateurs étatiques qui vont définir les besoins, comme des utilisateurs au sol aussi qui vont pouvoir indiquer leurs besoins. Donc on travaille avec l'ensemble. Donc voilà un peu pour indiquer les sujets sur lesquels on travaille, qui sont en lien avec à la fois la question des menaces, et puis bon, bien sûr, nous, ESA, on a, la France est un État méditerranéen, État membre, mais on a l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Roumanie, pas directement méditerranéen, mais qui a besoin quand même d'accéder à la Méditerranée de temps en temps. La Slovénie est un État associé. Donc on a effectivement un tropisme méditerranéen chez certains de nos États membres qui est important. Et le fait de mettre ces rencontres dans ce cadre-là est aussi important pour nous. Merci beaucoup Isabelle pour ce point de vue extérieur, mais en fait, pas tant que ça, parce que ça témoigne de la convergence finalement des réflexions et des intérêts des uns et des autres. Et c'est clair que tout ce que tu décris, et par construction l'ESA, l'ASE, l'Agence spatiale européenne, est une agence dédiée aux applications pacifiques.
Mais bien évidemment, quand elle s'intéresse aux crises, quand elle s'intéresse à la rapidité, au tempo, à la boucle courte, etc., ben, ça résonne sur d'autres sujets. Donc ça, c'est un premier point. Moi, ce que je retiens, c'est cette convergence. Et puis aussi, quand même, tu as illustré, mais comme ça a été fait avant, l'impact du numérique sur le spatial désormais. Il est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est un impact tel que les progrès qui seront faits dans l'industrie aval vont désormais compter dans le dimensionnement de la section haute du spatial. Je pense, alors je vais donner un exemple précis, on voit apparaître ces derniers temps des annonces sur des images satellitaires avec des fauchés considérables à des résolutions considérables, ce qui veut dire la fabrication de fichiers d'une taille considérable. Et quand tu dis, Isabelle, du coup, l'IA à bord, ça peut avoir du sens, parce qu'au lieu de descendre ces fichiers, d'ailleurs, dont on ne saurait pas exactement comment les descendre, eh bien, on les traite à bord et on descend l'information pertinente. Alors là, pour le coup, c'est un game changer. C'est-à-dire qu'on change totalement l'économie de la chaîne de valeur ajoutée du ROIM et de l'analyse image. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont des rétroactions désormais. C'est-à-dire qu'on a atteint une maturité telle dans cette relation espace et numérique que désormais on en est au stade de la rétroaction du numérique sur le spatial. C'est des éléments qui vont être déterminants sur les futures architectures Copernicus, sur les futures architectures de toute nature. Donc ça, c'est vraiment essentiel et je te remercie beaucoup d'avoir illustré ça. Et puis, dernier point avant de passer la parole à la salle, parce que je suis sûr qu'il y a de nombreuses questions, ça pose aussi, évidemment, la question de l'économie générale du spatial, du rapport public-privé, de la recomposition de ces relations. Je crois que tu as raison quand tu dis SpaceX, c'est de l'argent public. Aujourd'hui, dans le spatial, ce qui circule, c'est d'abord de l'argent public. Simplement, ce qu'on voit se faire ailleurs, chez nos grands partenaires, c'est une recomposition des rapports entre donneurs d'ordre public et secteur commercial, secteur privé, au bénéfice mutuel des deux. Et ça, c'est le défi. On a longtemps pensé le spatial comme un peu un jeu à somme nulle, parfois, entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Les relations avec les industriels n'ont jamais été parfaitement simples. Aujourd'hui, et là encore par le biais du numérique, de toute façon, le défi est de trouver des jeux à somme positive. Et ça, c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus. Et alors, si ça marche, et quand ça marche, alors là, c'est un démultiplicateur de force énorme. Et c'est ce qu'on voit se faire un peu sous nos yeux, ailleurs, avec plus ou moins de succès, mais qui du coup explique le changement de tempo. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est quelque chose dont l'Europe prend conscience seulement. Je pense que l'ESA participe à cette prise de conscience largement. Mais oui, Isabelle, si tu veux commenter sur ça. Juste sur la recomposition des rapports, pour donner un exemple, on est vu traditionnellement comme étant l'agence qui va définir des spécifications détaillées, envoyer ça à l'industrie, etc., etc. En 2019, il y a eu la validation d'un programme pour les débris spatiaux, la fameuse question de quand on est capable d'enlever un débris, effectivement, ça développe des technologies qui peuvent être utiles à autre chose. Donc là, on a changé de façon de travailler. On n'a pas défini des spécifications, on a défini un service. On a dit, on veut pouvoir avoir une solution qui va nous permettre de désorbiter un des 10 objets listés qui appartient à l'ESA, et on veut que la solution soit économiquement viable. C'est-à-dire que nous, on s'engage à en acheter un, mais il faut que la solution soit viable pour l'industriel. Celui qui a gagné, c'est une PME suisse de 2 personnes. Parce qu'ils ont proposé une solution qui était une solution qui, visiblement, n'a pas été proposée par les gros traditionnels. C'est en route, c'est en développement, ClearSpace, etc. Donc, on travaille à ce changement d'approche. Et en fait, si on prend par exemple les grands programmes d'astronomie et planétologie, ceux-là, ils sont faits traditionnellement. Les scientifiques vont définir ce qu'ils ont envie d'observer, ce qu'ils ont envie de voir, ça va être financé, il va y avoir des exigences qui vont être transmises aux industriels, ils vont répondre. Par contre, pour tout ce qui est commercial, je mentionnais les partenariats publics-privés, et puis dans certains cas, essayer de développer tout ce qui va permettre de soutenir des PME, des startups, des sociétés qui ont des idées et pour lesquelles on va leur permettre de monter leurs idées au niveau
au niveau supérieur, mais on ne souhaite pas être ou d'être de moins en moins pour ces marchés-là, en tout cas les marchés commerciaux, on n'est pas le financeur permanent. Le secteur public n'est plus le financeur permanent. C'est devenu commercial. Et le financement, juste pour donner, tu parlais des chiffres, le budget de l'Agence spatiale européenne, en gros, c'est moins de 10 € par Européen et par an. Voilà. Voilà. Et ce contexte-là, ça justifie qu'il y ait une... Ça oblige à avoir une vision claire quand même de là où on va. C'est-à-dire qu'effectivement, ces changements, et notamment les délégations de services, hein, comme tu le dis, la NASA fait ça désormais, etc., ça peut troubler le jeu, ça peut induire des confusions dans qui fait quoi, quel est le rôle de qui. Donc c'est très important du coup d'avoir notamment cette structure, par exemple en 3 cercles concentriques, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui garde quand même le cap de tout cela. Donc tout ça, et c'est passionnant, c'est en cours de recomposition. Et Thierry, oui, juste pour ajouter éventuellement un petit éclairage sur ce qu'est ou ce que va devenir l'espace, je crois que les technologies spatiales existaient pour elles-mêmes. On construisait des satellites pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils focalisaient tout l'intérêt, ils focalisaient toute l'énergie des fabricants et des utilisateurs. Je pense que désormais, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on sent cette tendance-là, on perçoit davantage l'espace comme une infrastructure et les technologies spatiales comme des infrastructures. Des infrastructures pour quoi faire? Des infrastructures pour transporter des données et les infrastructures pour recueillir des données. Et bien sûr, ce sont des infrastructures sur lesquelles on va s'appuyer, comme les armées se sont toujours appuyées sur les infrastructures duales, que sont les routes, les ponts et autres infrastructures qui sont disponibles et qui sont financées pour d'autres usages. Donc on va avoir cette tendance-là qui va être lourde. Et quant au financement, il y a effectivement plusieurs modèles de financement. Nos partenaires d'outre-Atlantique ont tendance à financer des projets, à financer des contrats, à acheter. C'est différent d'avoir une logique de subvention ou une logique de guichet. Donc quand on finance un contrat, quand on finance un projet, on génère de l'activité et c'est cette activité-là qui ensuite génère de la richesse davantage que des subventions, des allocations ou d'autres modes de financement plus étatiques. D'ailleurs, sur ce point, on se rend compte que l'industrie concernée demande de plus en plus d'achats de capacité plutôt que des subventions. L'important, c'est des marchés. Aujourd'hui, tout le monde dit « mais nous, on est mûrs ». Ce qu'on veut, c'est de la commande. Et effectivement, aujourd'hui, il faut bien se convaincre que dans le spatial, les gouvernements restent l'acteur qui structure le marché en réalité. Donc là, vraiment, on a une vraie question qui se pose à nous sur l'achat de capacité. Et ça veut dire un basculement culturel quand même, ce que tu disais tout à l'heure. On ne spécifie plus, on achète un service. Ça arrive lentement. Oui, Michael, je t'en prie. Oui, justement, ça me fait penser à un ajout que je peux faire effectivement dans l'évolution du contexte industriel. Je me souviens, une quinzaine d'années en arrière, on était sur de l'exploitation d'une image par un interpréteur photo, un IP, et puis ensuite il délivrait son service au profit du commandement. Aujourd'hui, quand on discute avec les opérationnels, ce qui est attendu de la part de l'industrie, c'est de la corrélation, Isabelle a souligné, avec un nombre de data de plus en plus important. Ça, c'est vraiment un point marquant du numérique et de l'espace. Et aujourd'hui, on a des datas qui viennent du renseignement électromagnétique, des datas qui viennent du renseignement image, des datas du renseignement d'origine humaine, par exemple. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est une capacité à corréler ces différentes données et donc à fournir du service. Et donc, dans ce cadre-là, toujours dans l'évolution du contexte industriel, on voit un certain nombre de start-up émerger qui apportent ce service, la corrélation de données AIS, par exemple, et de données radar. Et pour preuve, le ministère des Armées aujourd'hui a ce type de service qui est contractualisé. Je sais que la marine l'utilise, par exemple. Ça, c'est aujourd'hui un marquant du paysage industriel. Néanmoins, dans les discussions qu'on a, notamment avec le commandement de l'espace et le laboratoire d'innovation spatiale, en fait, ces startups, effectivement, elles sont émergentes, elles apportent un vrai service, mais pour le passage à l'échelle, il faut cette coopération entre les startups et les grands industriels de l'espace. Absolument. Merci de cette précision. En fait, et puis après, on viendra à vos questions. Finalement, en vous écoutant, la chose qui apparaît, c'est qu'aujourd'hui, il y a un secteur
j'allais dire, spatiale de sécurité de défense qui marche, ça s'appuie sur 3 pieds finalement. Ça s'appuie sur une filière spatiale performante, que ce soit en matière d'accès à l'espace ou d'utilisation de l'espace, avec des moyens, alors ça peut aller de la réutilisation du lanceur jusqu'à la mise en orbite de constellations, de choses low cost et performantes. Okay. Ça, à peu près tout le monde sait le faire. Enfin, tous ceux qui sont dans le spatial, les grandes puissances, à des titres différents, mais les grandes puissances font ça. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. C'est un peu ce que tu disais, Thierry, finalement, il faut un autre pied qui est l'aval. Et l'aval, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est ce que tu disais, Michael. C'est des industries qui sont capables de faire cette hybridation, cette fusion et ces rétroactions en temps réel, y compris d'ailleurs hybridation avec des données non spatiales, etc. Mais ça ne suffit pas non plus. Ce qu'il faut, c'est un amorçage de pompe. Et l'amorçage de pompe, c'est de l'investissement public, c'est de l'achat de capacité. Et donc, finalement, tout ce qu'on voit, que ce soit sur le modèle américain, que ce soit sans doute sur le modèle chinois, on est en train de voir ça se mettre en place, c'est ce triangle, ce triptyque qui se met à fonctionner avec des acteurs dans ces pays-là qui sont des acteurs majeurs de l'aval. Les GAFA que tu citais, ça peut être les Alibaba. Moi, je rappelle toujours que Amazon Web Services, c'est 60 milliards de dollars de revenus par an, rien que pour le cloud. Et donc, mettre 1 milliard de dollars par an dans du spatial d'origine privée, c'est pas un problème, c'est pas une question. 1 milliard de dollars par an, c'est la moitié du budget du CNES. Aujourd'hui, le New Space en 2021, c'est 15 milliards de dollars par an. C'est le budget d'une agence spatiale. Donc ça, c'est totalement inédit, c'est totalement nouveau, et ça a besoin d'être apprivoisé et domestiqué, j'allais dire. Voilà. Mais et ça, c'est sans doute. Donc en Europe, on a cette constellation Secure Connectivity. Je dirais à la fois pour un usage, voilà, pour une présence de l'Europe au niveau numérique et des technologies de l'information, et aussi pour des usages un petit peu particuliers, sécurisés, gouvernementaux, avec la distribution de clés quantiques, toutes ces choses. Le défi pour l'Europe, c'est pas de savoir le faire. Tu l'as dit, l'ESA est là avec toute son expertise, les agences nationales sont là, les industriels sont là, ça on sait le faire. Le problème, c'est l'ancrage dans la durée, pardon, et le faire vite en ayant un récit des raisons pour lesquelles on le fait. Si on prend mon triptyque, la filière spatiale est là, la filière aval, c'est compliqué. Il faut raconter quelque chose pour amorcer une pompe au niveau de 27 États membres, par exemple. Et faire en sorte que le justificatif soit trouvé pour que les 27 soient d'accord pour amorcer cette pompe, avec des unités quand même de compte qui sont toujours 10 milliards de dollars sur 10 ans, 10 milliards d'euros. Donc on est quand même dans des choses qui sont complexes à construire, mais qui sont réelles. Enfin, on ne peut pas s'en soustraire. On ne peut pas faire autrement pour l'instant. On a besoin de créer ça. Donc ça, c'est important. Maintenant, on a beaucoup parlé, et donc je suis sûr qu'il y a dans la salle tout un tas de questions. Et donc, merci de cas échéant, voilà, de dire un peu quel est votre intérêt, et puis voilà, de préciser votre question. Alors, ça devrait marcher. On vous entend pas. Voilà. Bonjour, Aurélien Saint-Toul, je suis député, secrétaire de la Commission de la Défense nationale. Merci beaucoup pour vos interventions extrêmement denses qui ont permis finalement de rebrosser le tableau rapidement de cette structuration d'un marché qui a commencé avec la privatisation des opérateurs il y a de ça quelques décennies déjà. Et la description que vous faites des 3 pôles de la filière jusqu'à l'aval. Il me semble que quand même, dans cette description de la structuration d'un marché et de l'accélération, il y a une question qui est en creux. On voit que l'espace est un enjeu, c'est un théâtre désormais, c'est une ressource, et comme toutes les ressources, c'est une ressource limitée. On est déjà dans une situation de saturation de l'orbite basse. Et donc la grande question qui se pose, c'est qu'évidemment, il n'y aurait pas d'enjeu sécuritaire quasiment si la ressource n'était pas rare. Donc dès lors qu'on rentre dans une logique de marché et dans une logique capitaliste de marché, de croissance, d'exploitation, de surexploitation, évidemment, on rentre dans des logiques de concurrence et des logiques de rivalité et de compétition. Moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'il ne manque pas un 4e intervenant autour de votre table qui serait le diplomate? Qu'est-ce qu'on a comme ressources aujourd'hui pour éviter la déflagration
parce que évidemment il y a des puissances agressives qui sont peut-être même aujourd'hui on peut dire intrinsèquement agressives, mais finalement la principale des puissances qui nous met en situation de devoir aller toujours plus vite, toujours plus loin, elle n'est pas agressive, elle repose, ou en tout cas elle n'est pas a priori agressive, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui captent le plus gros de la ressource qu'est l'espace. Et donc comment on est capable, nous, de nous mettre autour d'une table en situation d'avancer et de mettre l'espace finalement au service, on pourrait dire d'une façon un peu irénique, de l'humanité, mais au moins des intérêts qu'on a en commun. Merci beaucoup pour votre question qui est vraiment right on target. Je ne sais pas qui veut, éventuellement, moi je peux aussi commenter. Désolé de faire le diplomate pour répondre à cette question. Effectivement, les ressources dans l'espace sont rares et la problématique quelque part de la territorialisation de l'espace se pose. C'est un bien commun de l'humanité, bien partagé, etc. On s'aperçoit que désormais, il est partagé de manière pas totalement équitable et que le premier rentrant, c'est celui qui a récupéré le maximum de ressources, que ce soit effectivement sur l'orbite basse ou une ressource qui est encore qui est particulièrement rare et précieuse, c'est la ressource en orbite géostationnaire associée aux fréquences, c'est-à-dire les filings. Et là, effectivement, on voit une véritable compétition, y compris d'ailleurs sur l'orbite Léo, puisque avec les Starlink qui arrivent, etc. Donc il y a des ressources qui sont effectivement extrêmement précieuses, qui sont et qui ne sont pas infinies. Les fréquences, c'est quelque chose qui est fini. On arrive toujours à faire cohabiter des différentes fréquences. On arrive à faire des choses, mais à un moment donné, tout sera pris. Et c'est pour ça, et ça me renvoie à notre discussion sur la fameuse couche de transport de données, la European Space Secure Connectivity. C'est maintenant que les choses se passent, c'est-à-dire que ces fréquences, ces positions orbitales, ces filings, ils sont encore disponibles. On a de la ressource, en particulier en France. Certaines compagnies, sociétés privées que je ne nommerai pas, qui sont assises pas loin de moi, ont une ressource assez importante en la matière. Et quelque part, c'est encore un avantage compétitif. Mais cet avantage compétitif, il faut l'exploiter maintenant. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Pour ce qui relève du comportement dans l'espace, tout ce qui relève du droit de l'espace. Alors évidemment, le droit de l'espace est un droit en devenir, c'est un droit qui s'écrit. Il s'écrit à travers, je dirais, de plusieurs manières. Il s'écrit déjà au niveau des Nations Unies, puisque effectivement, il y a un certain nombre de groupes qui travaillent sur les normes de comportement responsables, sur la caractérisation de comportements qui peuvent être qualifiés d'hostiles, inamicaux, inappropriés. La difficulté, c'est effectivement de trouver une certaine forme de convergence. Pour l'instant, on voit une forme de convergence autour de la problématique des débris, où effectivement les débris concernant tout le monde et étant susceptibles d'interdire l'accès et l'action dans l'espace. C'est une problématique qui est assez large. Cela n'a pas empêché des tirs à ZAT récents, ça n'a pas empêché un certain nombre de comportements qui peuvent être qualifiés de pas très responsables. Donc sur ces normes de comportement, donc effectivement c'est quelque chose qui est en discussion, c'est un droit en devenir. Le droit de l'espace, parce qu'on est quand même pas très loin de la Méditerranée, on a beaucoup de marins dans la salle. Je dirais actuellement c'est le droit de la haute mer, c'est le droit de la mer avant la Convention de Montego Bay. Sauf que nous n'avons pas 1000 ans pour trouver une convention de Montego Bay de l'espace, c'est-à-dire une capacité à pouvoir organiser et gérer les interactions entre les différents acteurs du spatial. Et là aussi, c'est quelque chose qui doit se passer maintenant. Donc c'est tous les travaux sur le Space Traffic Management, sur la façon d'appréhender cette nouvelle dimension, sur les règles, sur les normes et règles que l'on ne peut pas non plus se voir imposer par ceux qui sont déjà bien implantés. Donc il y a toujours cet équilibre assez fin à trouver entre la nécessité de réguler et de ne pas se faire imposer des normes à notre détriment. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on vit dans l'espace la même révolution qu'a vécu le numérique. Et dans le numérique, c'est le premier, the winner take all, donc le premier, il gagne tout.
Et attention, parce que le second, c'est le big loser. Donc il faut faire attention de ne pas être le second et ne pas tout perdre et trop perdre. Oui, je vais apporter un complément sur votre question, sur la partie régulation de l'espace. Donc, ce que j'ai pu observer dans mes différents postes, le point qui m'a semblé marquant, c'est effectivement la gouvernance des fréquences. Donc ça, je vais un peu expliciter la régulation internationale aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un spectre réglementaire qui est géré par l'Union internationale des télécommunications, l'IUT. Ensuite, donc, il est applicable à chacun des États signataires à l'IUT, donc la quasi-totalité de tous les pays dans le monde. Ensuite, il y a une deuxième déclinaison au niveau européen au sens géographique, donc Conférence européenne des postes et des télécommunications. Donc pour mémoire, la Russie fait partie de la CEPT. Donc c'est un deuxième corpus réglementaire qui s'applique. Et enfin, on a un corpus au niveau national, l'agence qui est l'idée par l'Agence nationale des fréquences. Donc et donc ce triptyque international, européen et français fait que pour déployer un satellite dans l'espace, on doit respecter ces normes. Alors là, pour cette régulation, elle est donc, comme ça a été souligné par le commandement de l'espace, elle est focalisée sur un point essentiel, ce qu'on appelle le filing. Le filing, c'est une réservation de spectre et d'orbite. Typiquement, un satellite en position 36 degrés, il a un certain nombre de droits à respecter pour émettre en bande X ou en bande K. Et ce corpus, finalement, il est renouvelé tous les 4 ans à l'occasion de la conférence mondiale des radiocommunications. Donc la prochaine a lieu à Dubaï. Et ces conférences mondiales de radiocommunications se préparent durant 4 ans. Lors de cette conférence mondiale, les pays, pendant un mois, travaillent ensemble pour faire évoluer le corpus réglementaire et donc les droits qu'on doit respecter pour l'usage de satellites dans l'espace. Et ces droits s'appliquent sur l'ensemble des orbites, que ce soit les orbites LEO, les orbites GEO ou encore les orbites MEO. Et finalement, même si la compétition est particulièrement rude, que ce soit entre les États membres et les opérateurs commerciaux, qui sont souvent en backseat entre guillemets des gouvernements, finalement, bon an mal an, on arrive à une évolution de la réglementation internationale et donc les droits de chacun. Et pourquoi en fait les différents gouvernements, les différents opérateurs finalement appliquent cette réglementation qui pourrait être d'un point de vue premier abord un peu contraignante, c'est parce que non, effectivement, elle est contraignante par rapport à l'usage qu'on fait, c'est-à-dire l'orbite, on doit être précisément, et les émissions, mais elle nous protège également. C'est-à-dire que quelqu'un qui est effectivement avec son satellite en 36 degrés, eh bien, il a l'assurance de pouvoir exploiter de manière quasi optimisée sa charge utile. Donc ça, pour moi, c'est le point vraiment important du point de vue régulation internationale. Quelque part, il est à travers cette réglementation de fréquence. Alors sur le manque de diplomates, j'ai envie de vous répondre, j'en fais tous les jours. Tous les jours, on discute avec nos 22 États membres. Hier et aujourd'hui, il y a le conseil directeur des programmes de télécommunications qui va finir de valider les documents pour la ministérielle, donc la contribution de l'ESA au programme de connectivité sécurisée, le programme de sécurité civile depuis l'espace et la suite de tous les programmes de télécom. Donc on est dans un système où ça ne peut marcher, on ne peut avoir des programmes que si les États membres se mettent d'accord. Donc c'est vraiment de la diplomatie au quotidien, avec nos 22 États membres, dont 3 qui ne sont pas dans l'Union européenne, ou plus, pour l'un des 3. Donc des discussions pour les programmes qui sont proches de l'Union européenne, puisqu'on contribue aussi avec eux. Et donc on en fait tous les jours, et moi je suis en charge, entre autres, de certains des documents pour cette ministérielle de synthèse programmatique. C'est essayer de mettre en œuvre les commentaires reçus de certains États membres, du moment qu'ils ne sont pas opposés aux commentaires reçus d'autres États membres. Et c'est une coordination permanente. Une des choses importantes pour nous et qui nous est répétée régulièrement par les États, c'est aider à éviter la duplication. C'est-à-dire qu'un de nos rôles, et pourquoi on fait des choses ensemble, c'est pour éviter que ça soit fait partout pareil et donc optimiser l'utilisation de l'argent public. Les accélérateurs dont je vous ai parlé, un des buts, c'est justement de dire on n'est pas là pour tout faire, on est là pour s'assurer que les moyens disponibles vont bien pouvoir être utilisés au bénéfice du citoyen, de l'économie, de l'État, et qu'on ne va pas essayer de refaire ce qui existe déjà par ailleurs.
Si ça existe, mais que celui qui le possède ne souhaite pas le mettre à disposition des autres, on peut être amené à dupliquer, mais c'est plus de la duplication là. On rend des soins. Donc on est au quotidien dans ces discussions pour bâtir des choses qui vont intéresser un certain nombre d'États. On reste sur la partie européenne, mais on a aussi un certain nombre de programmes ou de travaux avec d'autres pays non européens, avec les États-Unis, avec la Russie jusqu'il y a 7 mois. Avec le Japon, avec d'autres. Le Canada est un État associé depuis toujours à l'ESA, État coopérant. Donc la diplomatie, pour nous, on ne peut pas développer des programmes à l'ESA si on n'a pas cette notion de diplomatie, effectivement. C'est fondamental. Merci Isabelle. Juste pour rebondir sur votre question, il est clair que le comportement d'acteurs privés dans l'espace aujourd'hui s'assimile à un rapport de force nouveau, c'est clair. On le voit très bien en Léo. Premier arrivé, premier servi. Les constellations qui vont utiliser les orbites utiles et qui vont déployer des dizaines de milliers de satellites vont évidemment prendre la place des autres à un moment donné, y compris d'ailleurs en termes d'interférences radio et de coexistence des constellations, y compris en termes RF, ça posera problème. Il y a ce concept de Space Traffic Management dont on parle beaucoup aujourd'hui. Nous, FRS, on vient de terminer un programme pour la Commission européenne de recommandations pour ce Space Traffic Management. Ça vient de se finir il y a 2 semaines, qui doit mêler, et c'est ça toute la subtilité, les aspects technologiques, les aspects de compétitivité industrielle, les aspects qui concernent le statut politique de l'Europe sur la scène internationale, et puis aussi capitaliser sur des compétences, etc., qui sont les nôtres. Et c'est vraiment de la compétition. Aujourd'hui, on vient de voir sortir quelques propositions industrielles américaines qui mettent la barre si haut en termes d'exigence de capacité que ça a immédiatement un effet sur la compétitivité industrielle européenne. Donc là, le modèle que vous décriviez est totalement à l'œuvre et à la manœuvre, je dirais. Donc c'est assez fondamental en arrière-plan de toutes ces réflexions, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Merci. Bonjour, Jérôme Passinetti, je suis vice-président du groupe Amarante et j'interviens là au nom de notre filiale dédiée Amarante Espace qui contribue notamment à l'intégrité des lanceurs du port spatial. Bon. Il se trouve qu'on a eu une discussion avec les acteurs du New Space français et un peu plus largement européen en les accompagnant dans leur stratégie et je voulais partager une petite inquiétude qui est un peu en relation avec la question précédente parce qu'on se rend compte que dans leur développement la sécurité au sens large, c'est pas que la cyber, c'est les brevets, c'est la sécurité capitalistique, c'est au mieux un nice to have mais pas un must have et en général c'est mis de côté. Or, pour éviter les déboires qu'on a pu connaître dans d'autres secteurs industriels stratégiques, concrètement, pour éviter de se faire racheter des pépites, pas par des entreprises chinoises ou russes, c'est plutôt des appétits outre-Atlantique qui ont des moyens, comment on trouve la bonne distance entre le donneur d'ordre public, qui est effectivement celui qui initie le fonds, les industriels prime, les grandes agences, vous êtes bien représentatifs, et ces petites sociétés dont on doit les laisser travailler dans le dynamisme et assurer leur survie, en tout cas assurer leur intégrité pour éviter de les perdre. Et cet équilibre me semble assez compliqué à trouver. Je vous remercie. Merci. Qui veut, le cas échéant? Un premier point rapide pour ce qui nous concerne, les brevets restent chez l'industriel. Ce n'est pas l'ESA qui acquiert les brevets ou qui les utilise. Il y a un droit d'utilisation dans le cadre des programmes de l'ESA, mais on s'assure qu'effectivement les brevets ou ce qui correspond à la propriété intellectuelle industrielle reste bien dans les États. Donc ça permet aux acteurs du New Space et aux autres de développer après commercialement leurs activités. Oui, pour ce qui concerne la filière défense et ceux qui, parmi les nouveaux entrants qui peuvent contribuer directement à une réponse à nos besoins, ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de bases industrielles et technologies de défense spatiale, c'est-à-dire que quelque part il est important pour nous d'identifier ces pépites, ces porteurs ou ces apporteurs de technologies nouvelles et quelque part à très forte valeur ajoutée. Et ça,
la délégation générale pour l'armement a ses responsabilités, c'est dans son domaine de compétences. Mais plus largement, c'est peut-être que ce que vous évoquez, c'est la difficulté entre une start-up qui n'a pas forcément énormément de mal à lever des fonds pour démarrer. C'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire c'est ensuite comment derrière, effectivement, on peut arriver à avoir le passage de start-up à une société plus installée avec, je dirais, une structure pérenne. Et là, effectivement, c'est la commande publique, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de l'achat de solutions, de services, un budget nous a été confié pour cela. Et justement, ce passage à l'échelle peut être avantageusement accompagné par l'achat de services provenant de ces sociétés. Et vis-à-vis de ces nouveaux entrants sur le marché, on n'est plus dans une politique ou d'un paradigme de la demande où nous exprimons un besoin avec un cahier des charges techniques particulières, etc. Enfin, toutes les habitudes de ce genre d'achat du ministère des Armées. Nous sommes plus dans une politique de la demande, mais dans une politique de l'offre. C'est-à-dire que quelque part, il faut voir émerger les offres venant de ces sociétés, de ces pépites, qui doivent être ou qui doivent être capables de formuler une offre. Et là, effectivement, on voit toute la difficulté qui est celle de petites entreprises pour arriver à formuler des offres qui sont compréhensibles par nous, qui sont actionnables et sur lesquels on peut commencer à s'engager. Donc là, il y a une espèce d'articulation, une rotule à trouver entre le monde de ces nouveaux entrants, de ces nouvelles entreprises, et puis nous qui sommes prêts à acheter leurs services. Mais là, effectivement, problème d'articulation de rotule, il faut trouver quelque chose pour effectivement favoriser cette transition. Un dernier complément sur cette question qui est vraiment plutôt focalisée effectivement des GA, mais encore une fois l'expérience de ce qu'on fait aujourd'hui, notamment les rapides, donc l'expérimentation jusqu'à la proof of concept, pardon. Ça c'est quelque chose effectivement qui est assez mis en place assez régulièrement par l'Agence d'innovation de la défense. Là on est encore effectivement sur le stade de start-up et qui prouve sa capacité au ministère des Armées à pouvoir déployer tel ou tel service. Comme je disais tout à l'heure, je pense que ensuite la nécessité pour un passage à l'échelle, c'est d'être intégré avec un industriel un peu plus important. Et une phase clé dans ce processus industriel, ça me semble être le programme d'études amont, le PEA, où associer une start-up qui a effectivement prouvé un service à valeur ajoutée qui n'existe pas forcément, et l'association à un industriel plus important qui connaît notamment les rouages physico-programmatiques, etc. au niveau du ministère des Armées, mais qui aussi connaît les contraintes associées au milieu spatial. Donc cette étape-là du programme études amont me semble être assez clé pour à la fois garantir le facteur de succès pour cette entreprise, tout en préservant sa valeur ajoutée. Ok, merci. Oui, en fait, dans ce domaine, il n'y a pas de secret. Celui qui a le pouvoir d'achat fait la norme, et celui qui fait la norme, surtout sur une industrie qui apporte beaucoup sur l'export, en fait, crée les règles du jeu. Quand on joue un jeu, il vaut mieux en écrire les règles soi-même, c'est beaucoup plus simple en général. C'est ce qui se passe dans le spatial. Peut-être une toute dernière question, parce qu'on est en train de passer... Voilà, j'avais vu une main se lever, et ce sera notre dernière question. Je suppose qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais voilà, le temps est toujours... Je vous en prie. Oui, bonjour, Jean-Jacques Richard, précédemment en douane. Je voudrais aller peut-être plus dans le futur encore. Je crois qu'en 2021, le ministère des Armées a réuni des auteurs de science-fiction pour leur demander de penser à des situations peut-être improbables dans le futur. Juste pour l'anecdote, je rappelle que plusieurs films de James Bond ont mis en scène des méchants qui utilisaient des objets mis en orbite. Que pensez-vous de cette approche ? Qui utilisait le Old Space. Alors je me tourne vers le commandement de l'espace.
Alors, vous parlez de la Red Team de l'agence voilà, de l'agence d'innovation défense. Et effectivement, c'est toujours intéressant de se projeter sur des scénarios, pas forcément de science-fiction, mais des scénarios qui sont portés par des auteurs de science-fiction. Parce qu'effectivement, ils ont une imagination qui est débordante et peuvent effectivement par là même arriver à nous questionner et surtout pointer parfois du doigt quelques vulnérabilités résiduelles ou quelques vulnérabilités résiduelles dans le futur ou des problématiques de résilience insuffisantes. Et en tout cas, cette démarche-là a l'avantage de faire prendre conscience de l'espace en tant que nouveau domaine opérationnel et on peut le regretter, peut-être potentiel futur domaine d'engagement parce que les conflits déborderont dans l'espace comme ils ont débordé dans les autres milieux. Et la haute intensité les conflits de haute intensité qui étaient jusqu'en février dernier de l'ordre de la science-fiction, de l'ordre de l'imagination de certaines Red Teams, sont malheureusement aujourd'hui une réalité. Et je crains que demain ce soit je dirais quelque part malheureusement encore plus le cas. Et ce qui est sûr, c'est que nous devons nous préparer et nous nous attachons effectivement à être en mesure de répondre à ce genre de menaces sur les infrastructures critiques et les high value assets qui sont dans l'espace et qui sont autant d'éléments déterminants et importants pour non seulement pour les forces armées, mais aussi pour notre vie quotidienne, nos économies et nos modes de vie. Je pense que nous sommes parvenus au terme de cette première table ronde. Je voudrais remercier nos présentateurs, qui nous ont donc merci à vous pour